Bonjour tout le monde. Je suis venu aujourd'hui pour vous parler du démarrage direct des moteurs asynchrones. Donc, comme vous le savez, les moteurs asynchrones sont les charges les mieux loties en quelque sorte, puisque les concepteurs ou bien les fabricants et même la norme lui ont consacré beaucoup de détails, surtout par rapport à la protection du moteur lui-même. Comme vous le savez, comparativement à d'autres charges, exemple l'éclairage, quand on fait une conception électrique basse tension et on dimensionne la protection d'un départ éclairage, par exemple, on peut pas, vous savez qu'on ne peut pas protéger l'éclairage en lui-même. On va protéger notre départ contre le risque d'incendie. On va protéger les personnes. Par contre, l'éclairage, en tant que récepteur lui-même, on ne va pas le protéger parce que déjà, on ne peut pas le faire. Contrairement à un départ moteur, le moteur, lui, il est bien loti puisqu'il est très bien protégé. Donc, on va le protéger contre les surcharges, on va le protéger contre les colonnes de court-circuit. Et évidemment, la protection des personnes est toujours assurée selon le schéma de liaison à la Terre, que ce soit en schéma TT, l'utilisation d'un différentiel ou bien en schéma TN. On va se reposer sur la protection de base, donc la protection des personnes est assurée par le magnétique du disjoncteur lui-même. Puisqu'en schéma TL, le défaut d'isolement, c'est un court-circuit phase neutre. Je vais développer un petit peu le démarrage direct pour voir les différents constituants de ce départ-là. Il faut savoir que le démarrage direct, c'est la solution la plus facile et la moins chère dans le marché. Il y a d'autres types de démarrage des moteurs, notamment le démarrage étoile triangle, démarrage par autotransformateur, démarrage statorique, démarrage rotorique. Donc, on injecte une résistance au niveau du stator ou bien du rotor. Euh, Pourquoi? Pour justement éviter les colonnes de démarrage importants. Et bien évidemment, il y a d'autres démarrages, le démarrage progressif et le démarrage par variateur de vitesse qui nous offre justement la possibilité de varier la vitesse du moteur asynchrone. Ne partez pas loin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lorman Bossa de Lokelect Engineering. Je suis propriétaire du site Lokelect Engineering. Je suis ingénieur formateur, donc consultant formateur dans le domaine de la conception électrique basse tension. Donc, ne partez pas loin. À tout de suite. On se retrouve sur la tablette. Donc là, j'ai un petit départ. Bon, je ne vais pas m'intéresser au schéma de commande, hein, je vais juste parler de la partie puissance. Parce que le schéma de commande pour un départ, démarrage direct, il est plus ou moins simple. D'accord? Donc, les constituants d'un démarrage direct, on aura besoin de quoi? Déjà, une protection de tête, la protection de tête pour assurer la protection magnétique, la protection contre les colonnes de court-circuit. Et on va en parler un petit peu de ce disjoncteur-là. Un contacteur, évidemment, pour faire la commande, pour bien sûr faire démarrer et interrompre notre moteur électrique et un relais thermique qui aura le rôle de la protection contre les surcharges du moteur. Bon, euh, je vais essayer, avant toute chose, je ne vais pas rentrer dans le détail du moteur asynchrone, comment il fonctionne, le stator, le rotor, l'induit, l'inducteur, et ainsi de suite. Ça, vous pouvez trouver plein de sites qui vont développer ça. Sinon, vous l'avez eu à la fac quand vous étiez étudiant. J'essaie juste de tracer ma première courbe caractéristique du moteur asynchrone, à savoir la courbe du colon de démarrage, ou bien la courbe de l'intensité tout simplement du moteur. Comment elle évolue? Si je trace un axe comme ça des intensités, d'accord? Et de cette manière-là, l'évolution dans le temps, donc là j'ai le temps. Normalement, notre courbe, elle aura une allure à peu près qui commence par zéro. Elle va remonter. Par la suite,
elle va passer comme ça le temps de démarrage et elle va s'établir sur le courant nominal du moteur. Donc, à peu près ça, c'est une allure, hein, parce que normalement, c'est un courant alternatif. Normalement, c'est des sinusoïdes comme ça. Mais c'est une allure d'une manière générale de la courbe de l'intensité du moteur. Donc, j'ai le pic ici, donc le pic ici, donc du courant de démarrage, le ID, il est là. Donc, j'ai le pic. Généralement, on dit que le moteur, il démarre, il a besoin de 8 fois le courant nominal pour démarrer. Et là, j'ai à peu près le courant nominal, d'accord? J'ai cette période-là, ce temps-là, donc tout ce temps-là, c'est le temps de démarrage de mon moteur, d'accord? Qui peut varier entre 1 seconde jusqu'à 10 secondes, d'accord? Et peut-être plus en fonction de l'application et en fonction du moteur. Moi, ce que je veux faire, je veux superposer cette courbe-là avec la courbe de déclenchement des moteurs. Donc, je vais essayer de la superposer. Comme vous le savez, la courbe de déclenchement des disjoncteurs, sur l'axe des X, on a des intensités et sur l'axe des Y, on a des temps. Donc, généralement, des temps de retard sur déclenchement, que ce soit thermique ou bien magnétique. Donc, je vais inverser cette courbe-là. D'accord? Comment je vais faire? Donc, je vais reprendre mon repère. Donc, ça va être sur l'axe des X des intensités, comme ça. Et l'axe des Y, j'aurai du temps en secondes. D'accord? Et je vais essayer de retracer cette courbe-là. Donc, euh, on va dire que le courant nominal à peu près, il est ici. D'accord? Donc, ça va remonter le long de l'axe des X, qui est l'axe des intensités, d'accord? Et par la suite, elle va redescendre vers, vers le courant nominal du moteur. D'accord? Voilà. Et j'ai tout ce temps-là, donc j'ai le temps de démarrage du moteur qui est de, on va dire, de 1 à 10 secondes. À peu près. Bon, ça peut aller jusqu'à 20 et 30 et ainsi de suite en fonction de la... Mais nous, on va partir sur cette hypothèse-là. Maintenant, avec je dois rajouter donc à la courbe de démarrage de mon moteur, je dois rajouter les protections, d'accord, les différentes courbes. La première courbe que je vais rajouter la courbe du disjoncteur. Et j'ai pris un disjoncteur magnétique, hein, magnétique seul, donc il n'a pas la partie thermique. Parce que généralement, pour un départ moteur, si on utilise un relais thermique, normalement, on aura la partie thermique du disjoncteur ne va pas être utilisée. D'accord? C'est pour cette raison qu'ils nous ont fabriqué un disjoncteur moteur, donc qui va prendre la partie magnétique similaire au disjoncteur courbe D, avec les mêmes caractéristiques, la même courbe du relais thermique. Les deux ensemble, ça nous donne un disjoncteur moteur. D'accord? Sinon, un disjoncteur courbe D, quand on va l'utiliser, on va utiliser que sa partie magnétique. C'est pour cette raison qu'ils nous ont fabriqué un disjoncteur magnétique seul. Donc, il n'y a pas de thermique dedans. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va rajouter une protection thermique à part qui nous offre la possibilité de réglage, un réglage fin, parce qu'on aura besoin de faire quoi? Notre protection thermique, elle doit vraiment épouser la forme de la courbe de démarrage de notre moteur. Donc, je commence par la courbe thermique. Donc, normalement, elle doit être supérieure à la courbe de démarrage des moteurs. Donc, normalement, elle doit être ici, à peu près comme ça. D'accord? À peu près comme ça. De manière à laisser passer le courant de démarrage, de ne pas interrompre justement le courant de démarrage, mais si jamais j'ai un courant supérieur à cette courbe-là, la courbe de démarrage, si jamais par exemple à un certain moment du démarrage, j'ai quelque chose comme ça, par exemple là, hop,
la courbe, elle va monter un petit peu. Et là, il y a une intersection avec la courbe de surcharge, la courbe thermique, et, notre thermique va déclencher notre départ. Va déclencher plutôt, va arrêter notre moteur. D'accord? Je vais rajouter également la courbe caractéristique du disjoncteur MA. Lui aussi, puisqu'il c'est un magnétique haut, hein, donc généralement, il est de 14 fois yen, hein, 14 fois yen, donc il est vraiment haut. Pourquoi? Pour justement laisser passer le pic de démarrage. Donc il va être à peu près ici, à peu près ici. Donc j'ai le thermique, d'accord, le thermique, j'ai le magnétique, donc c'est le MA. Là, c'est la courbe caractéristique du moteur, l'intensité. Il me reste autre chose également, parce que sur mon départ, j'ai également un câble. Le câble, lui, pour avoir une coordination totale de protection, on doit le protéger également. De toute façon, on doit le faire pas seulement pour le départ moteur, mais pour tous les départs. Qu'est-ce qu'on fait? Lui, il a une caractéristique qu'on appelle la contrainte thermique. La contrainte thermique du câble, c'est la capacité du câble à faire cheminer à travers lui une intensité quelconque pendant un temps bien déterminé et que ce câble-là supporte justement cette énergie-là qui va être véhiculée à travers lui. Si on veut la tracer, cette courbe-là, elle doit être où? Elle doit être supérieure justement aux différentes protections. Pourquoi? Parce qu'elle a la capacité de supporter, par exemple, 100, on va dire 100 ampères. Si moi, je place la protection en dessous, donc la protection, elle va se déclencher à partir de 80, par exemple. Donc, je suis sûr que mon câble, lui, il est toujours protégé. Donc, j'ai donné ces deux exemples-là sur deux points, hein, donc 100 et 80. Mais normalement, c'est une courbe, hein. Donc, je vais tracer la contrainte thermique et ça va me donner quelque chose à peu près comme ça. Ça, c'est la contrainte thermique du câble. La contrainte thermique du câble. D'accord? Très bien. Donc, voilà à peu près l'ensemble des courbes qui sont mis côte à côte ou bien en superposition avec la courbe démarrage du moteur. Et là, on voit bien que notre moteur va démarrer normalement, sans problème. Il est protégé par le thermique, donc c'est lui, d'accord, le thermique, voici sa courbe. Il est protégé par le magnétique, par le disjoncteur MA. Quoi d'autre? Mon câble, lui, il est protégé puisque sa contrainte thermique, elle est élevée, d'accord? Elle est vraiment élevée. S'il y a par exemple la contrainte thermique va toucher la courbe thermique ou bien s'il y a une intersection entre les deux courbes, on va dire que c'est pas bon. Donc, on doit toujours veiller à ce que la contrainte thermique soit largement séparée, donc une certaine distance entre la contrainte thermique et les différentes courbes thermiques et magnétiques. D'accord. Maintenant, on va se projeter un petit peu pour voir que ce départ-là, pour ce départ, hein, ce départ, si jamais j'ai un retard sur le démarrage du moteur, qu'est-ce qui va se passer? Si jamais on a un retard, et ça peut arriver hein, en fonction de l'application, il y a différentes applications où le démarrage, il va prendre, au lieu de 10 secondes ou de 3 ou bien 10, il va prendre 20 secondes. Dans ce cas-là, on doit prendre en considération comment on pourrait le faire. On doit retarder notre thermique. D'accord? On doit le retarder. Pour le retarder, qu'est-ce qu'on fait? On va le retarder, on va faire une translation par rapport à l'axe du temps. Donc, on va la remonter en haut. D'accord? Mais ça, c'est pas offert. C'est un réglage qui n'est pas donné par les relais thermiques. On ne va pas trouver un réglage
le temps de retard, surtout sur je ne parle pas de l'électronique, hein, je parle du thermique, proprement dit, donc avec la biname et ainsi de suite. Donc, on ne va pas retrouver cette possibilité de retard. La norme constructeur, la IEC 947-3, normalement, -3, elle intervient pour justement euh, définir un nouveau concept qu'on appelle les classes de déclenchement des thermiques. Donc, elle a défini des classes de déclenchement du thermique. Elle a défini 3 classes avec des retards entre ces 3 classes-là. Donc, une classe 10 qui va être retardée jusqu'à 10 secondes, qui peut prendre en compte plutôt les démarrages qui peuvent aller jusqu'à 10 secondes. Une classe 20 qui va prendre en charge les démarrages jusqu'à 20 secondes. Et la classe 30 qui va prendre en charge les démarrages, le retard de démarrage jusqu'à 30 secondes. La courbe je l'avais tracée, elle est ici. Donc, les courbes, elles sont décalées. C'est comme une translation par rapport à l'axe du temps, hein. Donc, elle est là. Donc, on a la classe 10, la classe 20, la classe 30, juste pour voir la simulation. Si jamais mon moteur va prendre beaucoup plus de temps au démarrage, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, au lieu de faire cette courbe-là, il va continuer, d'accord? Donc, il va continuer. Et par la suite, normalement, il va redescendre. Donc, c'est pas bon ici. Donc, déjà, on a l'intensité absorbée par le moteur pendant ce temps-là. Elle est dans la zone thermique. Donc, normalement, notre relais thermique doit se déclencher. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit retarder notre relais thermique. Donc, je le prends comme ça et je le remonte. Je le remonte suivant l'axe des temps. Donc, je l'ai retardé un petit peu. Je l'ai retardé de 10 secondes. Si je le fais, qu'est-ce qui va se passer? Regardez ici. Tout à l'heure, la contrainte thermique ne posait aucun problème. Mais là, j'ai quand même une intersection avec la contrainte thermique. Donc, l'effet de retarder le thermique, donc de prendre une classe 20 au lieu d'une classe 10, cela va influencer justement la section du câble. Donc, la contrainte thermique du câble déjà choisi, par exemple, si j'avais un câble de 16 mm² et tout allait bien, si je change le thermique d'une classe 10 à une classe 20, je dois revoir mon câble, de revérifier la contrainte thermique. Si jamais ça ne marche pas, je remonte la section. Donc, je vais augmenter la section à 25 mm². Et ça consiste en quoi par rapport à notre schéma? C'est d'augmenter justement notre contrainte thermique comme ça. Donc, de manière à ce qu'il n'y ait aucune intersection entre les courbes. D'accord? À peu près, c'est comme ça qu'est venu justement les classes de déclenchement 10, 20 et 30. Mais il faut toujours savoir que les choses, ils sont liées. Si je touche quelque chose, je dois revoir tout. Et comme je l'avais toujours dit, le choix de la section du câble, elle est toujours associée au choix du disjoncteur, de la protection. Donc, dans notre cas, si je modifie le thermique, je dois revoir mon câble. Je ne peux pas maintenir le même câble. D'accord? J'espère que c'est bon jusqu'à maintenant. On va encore développer un petit peu. Maintenant, on va s'intéresser à un élément important au démarrage. Qu'est-ce qui est attendu d'un moteur à 50? On attend de lui deux choses, hein, deux choses. Qu'il puisse développer un couple moteur suffisamment élevé, supérieur au couple résistant. Le couple résistant, c'est celui de la charge qu'on souhaite entraîner. D'accord? Donc, lui, il doit développer un couple plus important que le couple résistant. Ça, c'est la première chose qu'on va lui demander. Également, on va lui demander une vitesse nominale. Par exemple, 1500 tours minute, ou bien ça dépend de l'application. Donc, on va lui demander une vitesse
euh, bien précise. Là, j'ai retracé les différents éléments à prendre en considération justement. J'ai le couple résistant qui évolue suivant cette courbe-là, d'accord? J'ai le courant nominal. Donc, sur l'axe des Y, j'ai les couples en newton par mètre. Et l'axe des X, j'ai la vitesse en tours par minute, d'accord? Donc, on a le couple par rapport à la vitesse, qui est exprimé par rapport à la vitesse. Donc, le couple résistant, lui, il va évoluer de cette manière-là. Ça peut être autre chose, hein, le couple résistant. Ça peut être une rampe, par exemple. Mais bon, sur cet exemple, on va prendre cette courbe-là. Et j'ai le couple nominal du moteur. Le couple nominal, c'est celui qui doit développer en régime permanent. D'accord? Mais dès qu'on met notre moteur asynchrone sous tension, il ne va pas développer le couple nominal. Il va tendre vers le couple nominal. C'est comme le courant qu'on l'a vu tout à l'heure. Donc, il va y avoir un couple de démarrage important. Il va atteindre un couple max et il va tendre vers son point de fonctionnement qui est là, d'accord? Il va tendre vers le couple nominal, d'accord? Donc, comme on peut le remarquer, il y a un décalage important entre les deux couples. Et cela dit, pendant tout ce temps-là, notre moteur, il va consommer de l'énergie électrique parce que pour qu'il puisse développer un couple démarrage, il doit consommer de la puissance active, hein, donc des kilowatts. Donc, c'est une puissance qui va être perdue. Donc, il va consommer beaucoup d'énergie et développer un couple assez important pour juste faire entraîner une charge qui présente un couple résistant pareil. Normalement, pour bien faire les choses, le couple, lui, il aurait dû être à peu près ici, d'accord? À peu près ici et tendre également vers son point de fonctionnement. Donc, il évolue vers son point de fonctionnement. Juste un écart, un petit écart, il est largement suffisant pour faire démarrer la charge à entraîner. Donc, on a tout ça comme étant une énergie perdue. D'accord? C'est pour cette raison que le démarrage direct des moteurs asynchrones, on le fait, on va le choisir pour les petits moteurs, donc des petites puissances. On n'a pas besoin de faire du contrôle assez évolué ou bien poussé sur les moteurs asynchrones. Même en termes de perte d'énergie, la perte n'est pas assez conséquente. Mais bon, si on préfère réduire ce couple-là, pour pouvoir le faire justement, il faut choisir d'autres types de démarrage, notamment le démarrage étoile-triangle qui va avoir un couple au démarrage qui est nettement inférieur à celui-là, donc il va être inférieur, proche pratiquement au couple résistant juste avec un pic à un certain moment, quand on passe de l'étoile au triangle, il y aura un petit pic et on revient vers le point de fonctionnement. Sinon, le démarrage progressif, également, le variateur de vitesse, il nous offre justement un réglage fin du couple de démarrage de manière à gagner un petit peu ou bien à faire des économies sur l'énergie. Et ça, c'est un autre sujet. D'accord? Donc, voilà à peu près. Et autre chose également, je n'ai pas encore parlé, c'est pour les catégories d'emploi. Donc, catégories d'emploi. Pour les contacteurs, vous savez, le contacteur, lui, c'est un organe de commande. Hein, donc, il se ferme, il s'ouvre avec une fréquence donnée. Donc, il y a un cycle, tout un cycle. La norme, la IEC 947-4, elle nous a défini quatre catégories d'emploi. Ces catégories d'emploi sont en fonctionnement, plutôt en fonction de la nature de la charge. D'accord? Si on a une charge non inductive ou légèrement inductive, par exemple un four à résistance, donc on parle des charges résistives pratiquement, on choisit un AC1, d'accord? Un AC1. Pour les moteurs à bague, démarrage, arrêt des moteurs en marche, on peut les démarrer et les arrêter en marche. On va choisir AC2 et on a l'AC3 et également l'AC4.
Donc, il y a 4 catégories. Donc, quand vous faites le choix de vos contacteurs, il faut prendre en considération justement votre application pour choisir quelle catégorie d'emploi vous allez utiliser. Voilà, donc voilà tout à peu près. Je dirais que j'ai fait le tour de la question. Bien sûr, c'est à vous de chercher encore plus. Certainement, vous allez trouver d'autres détails. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à vos amis et à faire des likes également. Et de me laisser des commentaires. D'une manière générale, je réponds aux commentaires. Sinon, vous allez trouver mes coordonnées sur le site internet lokelect-engineering.com. Vous allez trouver mon numéro de téléphone, vous allez trouver mon email. N'hésitez pas à me contacter, notamment pour ceux qui souhaitent se former dans le domaine de la conception des installations électriques basse tension et surtout faire une initiation au logiciel de calcul CAN-ICO-BT. Donc, n'hésitez pas à me contacter, ça me ferait plaisir. Donc, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.